à tous les menus, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, un peu de Clans of Caledonia et sa première extension Industria. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, de durée de partie de 30 à 120 minutes à partir de 14 ans. C'est un jeu de Junal Joujou. Il est édité par Karma Games, on doit les illustrations à Clement Friends. Menez votre clan écossais à la prospérité grâce au commerce, à la production ainsi qu'à l'exportation. C'est un jeu économique se déroulant dans l'Écosse du 19e siècle, marqué par la transition de l'agriculture à l'industrialisation. Le pays connaît alors une expansion de production alimentaire, le coton remplace le lin, l'élevage au vin s'intensifie et les distilleries de whisky se multiplient, faisant du fameux breuvage écossais la fierté de l'Europe. Les joueurs incarnent des clans historiques aux capacités uniques, qui s'affrontent pour produire et exporter des marchandises agricoles et bien sûr du whisky. Le jeu se déroule en 5 manches, composées de 3 phases. Tour des joueurs, construisez, améliorez, négocier ou exporter. Lorsque vos fonds s'épuisent, passez votre tour et obtenez un bonus. Phase de production, récoltez vos ressources, transformez-les en produits raffinés et récoltez vos revenus. Puis une évaluation de manche. Gagnez des points en fonction de la tuile de scoring. Grâce à tout le matériel, que ce soit les clans différents, les tuiles, les jetons, chaque partie offre une expérience stratégique renouvelée et ainsi qu'une rejouabilité immense. L'industrialisation a profondément transformé l'Écosse, et avec Industria, votre clan doit désormais s'adapter à cette époque. Cette première extension enrichit le jeu avec une boîte de rangement complète et très bien pensée, intégrant insert, nouveaux plateaux, nouvelles maps, ainsi que 6 nouveaux modules de jeu, une carte ferroviaire entre autres, et 5 mini-extensions modulaires que vous pouvez combiner à volonté pour encore plus de rejouabilité, avec de nouveaux clans, de nouvelles tuiles de score, de nouvelles tuiles port. Le jeu offre encore plus de nouvelles stratégies et de voies vers la victoire. Grâce à la carte ferroviaire, livrez vos marchandises dans les villes écossaises pour obtenir des bonus et devancez vos rivaux. Vendez vos biens au marché fermier pour obtenir des revenus élevés et marquer des points de nouvelles manières grâce à différentes méthodes incluses dans l'extension. Et les joueurs solo profiteront également d'une nouvelle expérience grâce à un nouvel automate totalement repensé à la difficulté ajustable pour convenir à tous les niveaux de jeu. Un automate vraiment bien pensé. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu de base. Je vous parlerai du mode solo. Je vous parlerai ensuite de l'extension Industria, du mode solo qui est avec, également du mode automa qui vient avec Industria, qui est un mode solo plus complexe. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Clans of Caledonia est un jeu de stratégie et d'économie qui nous plonge dans l'Écosse du 19e siècle. À cette époque, le pays connaît une profonde transformation. Il passe d'une économie essentiellement agricole à une économie industrialisée, tournée vers le commerce et l'exportation. La production alimentaire augmente pour répondre à la croissance de la population, tandis que le coton bon marché importé remplace peu à peu le lin. Parallèlement, l'élevage de moutons prend une place de plus en plus importante dans l'économie écossaise. Vers la fin du siècle, une crise touche l'Europe. La production de vin et d'eau de vie est décimée par une invasion d'insectes. En réponse, les Écossais développent le whisky comme substitut au cognac. Cette industrie connaît alors un essor spectaculaire et s'impose rapidement comme la première boisson alcoolisée de qualité en Europe. Dans Clans of Caledonia, chaque joueur incarne un clan historique unique et rivalise avec les autres pour produire, commercialiser, vendre et exporter des produits agricoles, sans oublier le célèbre whisky écossais. Le plateau de jeu est composé de 4 modules de terrain recto-verso, identifiés par une lettre A et D, que vous retrouvez ici, et une face 1 ou 2. Cela offre un total de 16 configurations de cartes différentes. Choisissez au hasard une face pour chaque module, puis assemblez le plateau en suivant cet ordre. Les roches marquées par des lettres doivent être placées dans l'ordre alphabétique, dans le sens horaire, et être adjacentes au centre de la carte. Pour la mise en place ensuite, mélangez les tuiles port et piochez-en 4 au hasard. Vous voyez, ici, là ou encore là. Placez une tuile à chaque coin de la carte de manière à ce qu'elle soit adjacente à une usine. L'emplacement exact dépend du nombre de joueurs. Il y a une icône 1 ou 2 joueurs qui indique où placer la tuile pour une partie à 1 ou 2 joueurs, comme par exemple vous le voyez ici. L'icône avec flèche indique la position à utiliser pour une partie à 3 ou 4 joueurs. Les tuiles non utilisées sont remises dans la boîte. Ici vous avez le plateau marché. Vous retournez le plateau marché sur la face correspondante au nombre de joueurs. Vous placez le marqueur transparent sur les prix de départ entourés. Je les ai laissés dans la boîte, d'ailleurs je vous ai mis les boîtes de rangement pour pas que ça fasse trop fouillis sur la table, mais comme ça vous avez une idée du très bon rangement de la boîte. Ensuite vous disposez 6 types de marchandises: laine, lait, céréales, pain, fromage et whisky, ainsi que leurs tuiles dans des piles séparées sous le marché. Ensuite placez le plateau d'exportation à côté de la table sur la face adaptée au nombre de joueurs. Mélangez les tuiles de score et choisissez-en 5 au hasard que vous placez face visible sur l'emplacement du bord du plateau. Mélangez ensuite les contraintes d'exportation pour créer une pioche face cachée, dans les tuiles que j'ai laissées dans cette belle boîte là. Puis révélez un contrat sur chaque case du plateau. Dans une partie seul ou à 3 joueurs, une case reste vide. Placez également à proximité les jetons de gloire des joueurs et les jetons d'importation, coton, tabac et canne à sucre. Notez que sur la face 1 ou 2 joueurs, les icônes de dés ne servent que pour le mode solo. Pour votre première partie de Clans of Caledonia, il est conseillé de jouer avec les règles simplifiées. Je vous parlerai de quelques variantes plus tard dans la vidéo. Chaque joueur choisit ensuite une couleur et prend le plateau personnel correspondant et tous les jetons de cette couleur. Vous allez placer les différents jetons sur les emplacements correspondants de votre plateau. 4 moutons, 4 vaches, 4 fromageries, 4 boulangeries, 4 champs,
4 distilleries. Ensuite, vous placez vos 8 ouvriers sur les zones prévues. Vous en avez 4 pour les forêts et 4 pour les montagnes. Ce sont des bûcherons et des mineurs. Ensuite, récupérez vos 4 marqueurs de port et un jeton village de votre couleur. Placez 5 cubes sur la piste des marchands. Les 2 cubes restants sont placés sous votre plateau personnel. Ce sont vos marchands à réserve. Placez ce jeton-là sur le premier emplacement à gauche de la piste. Installez les tuiles technologie. Vous placez 2 tuiles technologie retournées avec la flèche en haut à gauche sur l'emplacement respectif sous les ouvriers. Prenez ensuite une tuile caisse d'exploration et placez-la à côté de votre plateau personnel sur la face correspondante au nombre de joueurs. Vous allez tirer au hasard un premier joueur. Pour la première manche, le tour se joue dans le sens horaire. Placez le jeton d'ordre du tour de chaque joueur sur la piste d'ordre. Lors des manches suivantes, l'ordre est déterminé par l'ordre dans lequel les joueurs ont passé leur tour. Ensuite, vous allez piocher au hasard une tuile clan de plus que le nombre de joueurs. Par exemple, dans une partie à 3 joueurs, vous piochez 4 tuiles clan. Puis vous piochez autant de tuiles de départ que de tuiles clan et vous les associez au hasard. Chaque tuile de départ est placée à côté d'un clan. En commençant par le dernier joueur et dans le sens anti-horaire, chacun choisit une tuile de clan et sa tuile de départ correspondante. Le premier joueur choisira en dernier parmi les 2 clans restants. Vous avez à la fin du livret de règles ceci qui vous détaille tous les clans. À savoir que les joueurs ne peuvent jamais cacher leurs informations. Ensuite, en commençant par le premier joueur, puis dans le sens horaire, chaque joueur place un ouvrier, soit un bûcheron, soit un mineur, depuis le haut de son plateau personnel, sur une case hexagonale vide de la carte. Les bûcherons vont sur les forêts, les mineurs doivent être placés sur une montagne. Ensuite, dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur place un deuxième ouvrier. Ce deuxième ouvrier n'a pas besoin d'être adjacent au premier. Chaque case ne peut contenir qu'un seul élément. Qu'il s'agisse d'un ouvrier, d'un mouton, d'une vache, d'une fromagerie, d'une boulangerie, d'un champ ou d'une distillerie. À chaque placement d'ouvrier, y compris au début de la partie, le joueur doit payer le coût du terrain et le coût de l'ouvrier. Le coût du terrain est de 1 à 6. Le coût d'un ouvrier est de 6 pour un bûcheron et de 10 pour un mineur. C'est indiqué au-dessus du plateau. Les différents éléments comme la monnaie et les biens sont illimités. S'ils venaient en manquer, donc c'est-à-dire ceci et cela, si ça venait à manquer, remplacez-le par un substitut. Comment se passe une partie de Clans of Caledonia? Une partie de Clans of Caledonia se déroule en 5 manches, chacune divisée en 4 phases. Une phase de préparation, suivie d'une phase d'action, une phase de production et finalement une phase de score. À la fin de la 5e manche, vous procédez à un décompte final. Le joueur totalisant le plus de points de victoire remporte la partie. Lors de la phase de préparation, vous retournez la tool score du tour précédent face cachée. Ensuite, vous remplissez les cases vides du plateau des exportations avec de nouveaux contrats selon le nombre de joueurs. Chaque joueur récupère ses marchands présents sur le marché et les replace à côté de son plateau. Cette phase est sautée au premier tour. Ensuite vient la phase d'action. Pendant cette phase, les joueurs jouent chacun leur tour dans l'ordre du tour de jeu. À chaque tour, un joueur réalise exactement une action. La phase se poursuit jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Il existe 8 actions possibles, dont 7 peuvent être réalisées autant de fois que vous le souhaitez dans la même manche. Commerce, obtenir un contrat d'exportation, se développer, améliorer l'expédition, améliorer une technologie, engager un marchand, remplir un contrat d'exportation et passer. Commençons par le commerce. Les marchands disponibles sont ceux dans votre stock et non sur votre plateau personnel. Ils peuvent être envoyés au marché pour acheter ou vendre des marchandises. Vous allez placer un nombre de marchands égal à la quantité de marchandises que vous souhaitez acheter ou vendre sur la zone correspondante. Flèche vers le haut pour les achats, flèche vers le bas pour les ventes. Ces marchands restent sur le marché jusqu'à la prochaine phase de préparation, moment où ils seront récupérés. Le prix payé ou reçu correspond au prix courant de la marchandise multiplié par la quantité échangée. Le prix est indiqué comme ceci. Les échanges se font toujours avec la réserve commune. Ensuite, vous ajustez le prix de cette marchandise, vous déplacez le marqueur de prix dans la direction indiquée par la flèche, d'autant de cases que la quantité échangée. Vers le haut après un achat, vers le bas après une vente. Vous pouvez acheter ou vendre qu'un seul type de marchandise par action de commerce. Pour échanger plusieurs types, il faut réaliser plusieurs actions de commerce. Il est interdit d'avoir vos marchands à la fois sur la zone d'achat et de vente d'une même marchandise. Les échanges à grande vitesse n'étaient pas monnaie courante dans les codes du XIXe siècle. Par exemple, si je veux acheter du fromage, je place mes marchands ici, c'est un coût de 10, donc je paierai 20 à la banque, et j'augmenterai de 2 comme ceci. Le nouveau prix serait de 12. Et je prends donc les fromages de la réserve. Vous pouvez également obtenir un contrat d'exportation. Vous payez le coût actuel du contrat indiqué sur le plateau des exportations. Le coût dépend de la manche en cours, visible à côté des marqueurs du plateau. Exception, lors de la première manche, les joueurs reçoivent 5 lorsqu'ils obtiennent un contrat au lieu de payer. Chaque joueur ne peut avoir qu'un seul contrat d'exportation non rempli à la fois. Seul le clan Boukaman fait exception à la règle. Un contrat non rempli ne peut pas être défaussé. Il faudra le réaliser avant d'en prendre un nouveau. Ce sont ces contrats-là que vous placez ici. Ensuite, vous pouvez vous développer. Vous allez placer une unité depuis le haut de la colonne correspondante de votre plateau personnel. Cela peut être un mouton, une vache, une fromagerie, une boulangerie, un champ, une distillerie ou un ouvrier.
bûcheron ou mineur. Installez cette unité sur n'importe quelle case vide de la carte, adjacente ou à portée d'expédition d'une de vos unités en jeu. Le coût de l'unité est indiqué sur votre plateau personnel en rouge au-dessus de la colonne concernée. Vous avez les prix au-dessus. Et le coût du terrain est noté sur la case de 1 à 6. C'est-à-dire que si j'ai envie de poser cela, je ne pourrais le poser soit là ou là pour l'instant. Je paie ce coût-là, suivi de ce coût-là. Quelques définitions sur les zones, pour le voisinage et le développement. Voisin, c'est une case adjacente, sans rivière entre les deux. Ici, ça serait voisin. Là, ce n'est pas voisin. Zone d'accès d'expédition, une case atteignable selon votre niveau d'expédition actuel. C'est ce que vous retrouvez là, mais je reviendrai plus en détail un petit peu plus tard. Chaque type de terrain n'accueille que certaines unités spécifiques. Les prairies, moutons, vaches, fromageries, boulangeries, champs et distilleries. Les forêts, les bûcherons, montagnes, les mineurs. Si une case présente plusieurs types de terrains, comme ici, vous pouvez y placer n'importe quelle unité correspondante. Si une case contient prairie, forêt et montagne, vous pouvez y déployer toute unité possible. En revanche, si vous avez déjà tous vos bûcherons en jeu, vous ne pouvez plus vous développer sur une case ne contenant que de la forêt. De même, si vous avez placé tous vos mineurs, vous ne pouvez plus occuper une case uniquement de montagne. Lorsque vous vous développez sur une case adjacente à une unité d'un autre joueur, sans rivière entre les deux, vous pouvez immédiatement effectuer une action de commerce supplémentaire. Cette action vous permet d'acheter le type de marchandises produit par l'unité voisine directement depuis la réserve commune. Vous ne pouvez acheter que jusqu'à 3 unités de ce produit, 4 unités dans une partie à 2 joueurs. Les prix sont réduits de -2 pour les produits de base, lait, céréales et laine, et -3 pour les produits transformés, pain, fromage et whisky. C'est ce qu'on appelle un bonus de voisinage. L'action se fait selon les mêmes règles que l'action commerce. Vous devez disposer du nombre de marchands nécessaires pour effectuer cette action. Les prix du marché sont ensuite ajustés de la même façon que lors d'un commerce classique. Si votre développement touche plusieurs unités adverses, vous pouvez profiter du bonus de voisinage pour chacune d'elles. Imaginons que mon adversaire se soit placé ici lors de la mise en place, et qu'ensuite il décide de se placer à cet endroit-là. C'est possible, il y a 2 terrains, là son mineur et sur une montagne, il pourrait profiter du bonus de voisinage pour cette unité-là. Comme ici c'est de la laine, le prix serait de -2, et ça augmenterait tout de même de 2, mais il faudrait qu'il y ait les marchandises disponibles. Lorsque vous déployez votre 4e bâtiment du même type, fromagerie, boulangerie ou distillerie, et que votre caisse d'exportation est vide, vous obtenez immédiatement un bonus spécial. Vous piochez 3 contrats d'exportation dans la pile, vous en gardez un ou aucun, puis vous replacez les autres sous la pioche. Si vous décidez d'en prendre un, vous devez payer le coût comme lors de l'action obtenir un contrat d'exportation. Ce bonus fait intégralement partie de l'action se développer. Vous pouvez améliorer votre expédition, c'est le marqueur qui est ici. Vous payez 4 pour avancer votre marqueur d'expédition d'une case et ainsi augmenter votre portée. Cela vous permet de vous développer à travers les rivières et les lochs. Cependant, peu importe votre niveau d'expédition, vous ne pouvez jamais sauter une case terrain, même en longeant une rivière. Il y a plusieurs niveaux. Aucun niveau, impossible de traverser l'eau. Traversée de rivière, vous pouvez vous développer en franchissant une rivière adjacente. Un loch, vous pouvez maintenant traverser une case loch, en plus des rivières. 2 lochs, vous pouvez traverser jusqu'à 2 cases loch, et ainsi de suite. Vous pouvez faire une amélioration de technologie. Les joueurs peuvent améliorer l'équipement de leurs ouvriers, bûcherons et mineurs, afin d'augmenter leurs revenus. Chaque ouvrier amélioré produit 2 de plus lors de la phase de production de chaque manche. Pour effectuer cette action, vous payez 10, puis vous retournez la tuile technologique correspondante sur votre plateau personnel. Si vous recevez un bonus d'amélioration, comme un bonus d'exportation directe, et que vous choisissez l'action amélioration de technologie, vous ne payez que 5 au lieu de 10. Vous pouvez également engager un marchand. Chaque joueur commence la partie avec 2 marchands dans son stock, que j'ai déplacés ici. Ils sont ici au début de partie. Pour en engager un nouveau, vous payez 4. Puis vous prenez un marchand supplémentaire depuis votre plateau personnel et vous l'ajoutez à votre stock. Dès lors, vous pourrez l'utiliser pour vos futures actions de commerce. Vous pouvez remplir un contrat d'exportation. Pour remplir un contrat d'exportation, placez sur votre caisse d'exportation les marchandises indiquées sur la moitié gauche de la tuile contrat. Comme vous le voyez ici, il y a la gauche et la droite. Donc vous devez livrer ceci. Et vous recevrez ensuite les récompenses de la moitié droite, des produits importés et des bonus directs d'exportation. Les produits importés sont houblon, coton, tabac ou canne à sucre. Lorsqu'un contrat fait intervenir des marchandises importées, déplacez le jeton correspondant, ce sont ces jetons-là, sur la piste d'exportation, d'autant de cases que le nombre d'unités importées. Vous voyez, vous avez la piste ici pour faire cela. Si le jeton atteint une case ou franchit une case marquée, vous gagnez 1. Si vous oubliez de déplacer ce jeton lors du remplissage du contrat, vous ne gagnerez pas ce bonus plus tard. Une fois le contrat rempli, placez la tuile face visible à côté de votre caisse d'exportation, qui devient alors libre pour recevoir un nouveau contrat. Les contrats d'exportation n'exigent jamais de céréales ni de lait, mais peuvent combiner d'autres marchandises variées. Il y a des contrats qui vont vous demander de la viande. Si vous avez une demande de viande, bœuf ou mouton, vous devez abattre un animal correspondant. Vous retirez alors la vache ou le mouton de la carte et vous le replacez sur votre
plateau personnel. Cela va réduire votre production de lait ou de laine, mais libère la case occupée qui pourrait être utilisée par un autre joueur selon les règles habituelles. L'abattage est autorisé uniquement dans le cadre d'un contrat d'exportation et ne nécessite pas un tour séparé. Un contrat peut offrir un bonus immédiat lors de la réalisation. Ces bonus directs peuvent être appliqués dans l'ordre de votre choix. Il en existe 3 types. De l'argent immédiat. Vous recevez la somme indiquée directement depuis la réserve. Case libre. Vous pouvez effectuer immédiatement une action de se développer sans payer le coût du terrain choisi, comme vous le voyez là-haut par exemple. Vous devez payer toutefois le coût de l'unité et toutes les règles de développement et bonus de voisinage s'appliquent. Et vous avez également des améliorations gratuites. Je vais vous en parler dans quelques instants. Ensuite, vous pouvez passer. Quand vous ne pouvez plus ou ne souhaitez plus jouer d'action, vous devez passer. Lorsque vous passez, vous déplacez votre jeton d'ordre du tour sur la position libre la plus à gauche de la manche suivante. Vous recevez le bonus passé correspondant indiqué sur le plateau. L'ordre dans lequel les joueurs passent détermine donc l'ordre du tour pour la prochaine manche. Par exemple, un joueur passe en premier, il va recevoir 16 et ce sera le premier joueur au tour suivant. Quelles sont donc les actions bonus d'amélioration? Quand vous obtenez une action bonus d'amélioration, vous pouvez choisir l'une des 3 actions suivantes. Effectuer une amélioration de technologie à prix réduit, donc 5. Effectuer une amélioration d'expédition gratuite. Engager un marchand depuis votre plateau sans frais. Si vous obtenez plusieurs bonus d'amélioration, vous pouvez choisir les mêmes ou des différentes actions à chaque fois. Et vous avez également une action gratuite qui fonctionne avec cette tuile-là. Si une tuile bonus port est adjacente ou à portée d'expédition d'une de vos unités, vous pouvez utiliser son bonus en plus de votre action principale du tour. Vous pouvez l'utiliser avant ou après votre action. L'utilisation est facultative et peut être différée à un tour suivant, tant qu'une de vos unités reste à portée du port. Une fois la tuile utilisée, placez un marqueur port, cela, de votre couleur à côté pour indiquer qu'elle a été consommée. Chaque joueur peut utiliser chaque tuile port une seule fois dans la partie, mais plusieurs joueurs peuvent profiter du même port. Il est également possible d'utiliser plusieurs tuiles port dans un même tour. Vient ensuite la phase de production. Une fois que vous avez fait tout cela. Pendant la phase de production, les joueurs reçoivent leurs revenus et produisent des marchandises à partir des unités déployées sur le terrain. La quantité d'argent et de marchandises dépend des emplacements vides sur votre plateau personnel, ceux d'où les unités ont été retirées et qui affichent maintenant une icône de revenus, comme vous le voyez. Il y a un ordre de production à suivre. D'abord le revenu des ouvriers. Chaque ouvrier en jeu rapporte de l'argent. Les revenus sont indiqués sur votre plateau. Les valeurs situées sous le premier ouvrier montrent le revenu total correspondant au nombre d'ouvriers déjà déployés. Chaque bûcheron rapporte 4 ou 6 avec l'amélioration. Chaque mineur apporte 6 ou 8 avec l'amélioration. Ensuite, les productions des produits de base. Chaque mouton produit une laine, chaque vache produit un lait et chaque champ produit 2 céréales. Ensuite, la production des produits transformés, ce qui est facultatif. Les unités de production peuvent transformer des produits de base. Chaque fromagerie peut transformer un lait que vous avez en fromage. Chaque boulangerie peut transformer un céréale en pain. Chaque distillerie peut transformer un céréale en whisky. Les produits de base utilisés pour ces transformations peuvent provenir de n'importe quelle source. Ceux produits pendant la phase actuelle, ceux de tours précédents, ou même acheter au marché. Quelques petits conseils pratiques: rangez vos marchandises et votre argent sous votre plateau et placez les marchandises fraîchement produites au-dessus du plateau. Cela aide à vérifier plus facilement si tout a été correctement compté. Une fois la phase maîtrisée, les joueurs peuvent gagner leur revenu immédiatement après avoir passé afin d'accélérer le jeu. Vient ensuite une phase de décompte des points. Pendant cette phase, les joueurs remportent la gloire indiquée sur la toile score de la manche en cours. Et vous avez également, si vous avez le moindre doute, dans le livret de règles, ce rappel des tuiles score et des tuiles port. Pour cela, vous allez vérifier si vous remplissez la condition figurant sur la moitié supérieure de la tuile. Vous voyez, il y a un haut et un bas. Et si c'est le cas, vous gagnez les bonus de gloire indiqués sur la moitié inférieure. Les points de gloire sont notés en déplaçant votre jeton gloire sur la piste du plateau des exportations. Si vous effectuez un tour complet, vous retournez ou prenez un marqueur de gloire supplémentaire. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, vous allez faire un décompte final après la 5e manche. Vous avez les carnets de score, il y en a un pour le jeu de base et un pour l'extension. Vous reportez les points de victoire de chaque joueur sur la feuille de score. Le joueur totalisant le plus de points de victoire est proclamé grand chef d'Écosse et remporte la partie. Le barème des points est le suivant. Vous avez d'abord la gloire. Vous avez marqué 1 point par case parcourue sur la piste de gloire. Les marchandises de base vous rapportent 1 point par marchandise de base que vous avez en stock. Les produits transformés vous rapportent 2 points chacun. L'argent vous rapporte 1 point pour chaque tranche de 10. Sachez également que l'argent sert à départager les égalités. Le houblon, c'est 1 point pour chaque unité importée. Coton, tabac et canne à sucre, c'est 3, 4 ou 5 points selon leur rareté. La rareté dépend de la piste d'importation commune. La marchandise dont le jeton avancé le plus loin est la plus commune. Je vous rappelle, en fonction où vous allez avancer ces marqueurs-là sur la piste ici. Donc la marchandise la plus commune rapporte 3 points, la deuxième plus avancée vaut 4 points, et la moins importée vaut 5 points. En cas d'égalité sur les positions, le coton est considéré comme le plus rare, puis le tabac et enfin la canne à sucre. Chaque joueur marque ses points selon le nombre d'unités importées figurant sur ses contrats remplis, multipliés par la valeur de rareté correspondante. Imaginons que le tabac est la marchandise la plus importée et le coton la moins. Chaque tabac vaudrait 5 points, chaque canne à sucre 4 points et chaque coton 3 points. Un joueur ayant 3 tabacs, 2 cannes à sucre et 6 cotons marquerait 15 points pour le tabac,
8 points pour la canne à sucre et 18 points pour le coton. Pour le houblon, vous le retrouvez sur les tuiles là que vous avez remplies au cours de la partie. Vous allez faire un décompte des points d'exportation. Chaque joueur compare le nombre total de contrats remplis. À 3 et 4 joueurs, le premier gagne 12 points et le deuxième 6 points. Alors qu'à 2 joueurs, seul le joueur en tête gagne 8 points. En cas d'égalité, les points sont partagés équitablement entre les joueurs concernés, en arrondissant à l'inférieur si nécessaire. Imaginons que dans une partie à 3 joueurs, 2 joueurs soient à égalité pour la première place. Ils se partagent 12 plus 6, 18 points, soit 9 points chacun. Le troisième joueur ne marque aucun point à la fin de la partie. Chaque joueur compte le nombre de ces villages qui sont à portée d'expédition les uns des autres. Un village est défini comme un groupe d'unités voisines d'une même couleur, c'est-à-dire adjacentes et sans rivière entre elles. Les unités isolées, non voisines d'une autre unité du joueur, sont elles aussi considérées comme des villages. Si tous vos villages ne sont pas à portée d'expédition les uns des autres, seul le plus grand groupe de villages connectés compte pour ce décompte final. Autrement dit, on considère le groupe le plus vaste de villages reliés entre eux grâce à votre niveau d'expédition. À 3 ou 4 joueurs, le premier joueur marque 18 points, le deuxième 12 et le troisième 6. À 2 joueurs, le premier marque 12 et le deuxième ne marque rien. En cas d'égalité, les points sont partagés de la même façon que lors du décompte des exportations. Ce décompte ne dépend pas du nombre total de cases occupées, ni de la taille du plus grand village individuel. Seule la portée d'expédition reliant vos villages compte ici. À partir de la 4e ou 5e manche, vous pouvez commencer à suivre le nombre de villages connectés en plaçant des jetons villages sur la piste du plateau des explorations. Cela permet de garder une vue claire de votre progression. N'oubliez pas que pour les parties à 2 joueurs, la carte est plus petite. Les cases foncées sur les bords, marquées par la brume, ne font pas partie de la carte active, comme vous voyez ici ou encore là. Les joueurs ne peuvent pas s'y développer. Les cases claires adjacentes à ces zones sombres forment les limites de la carte active. Donc la version du jeu de base vient avec un mode solo qui lui est propre, qui est différent de l'automate dont je vous parlerai plus tard, mais je vais quand même l'aborder pour ceux que ça intéresse. Dans la version solo, votre objectif est simple, obtenir le score le plus élevé. Vous jouez sur la même carte que pour une partie à 2 joueurs. Pour la mise en place, vous utilisez les ouvriers d'autres couleurs pour représenter des éléments neutres. Placez-les sur toutes les cases de la carte dont le coût est de 1. Ces cases sont bloquées et ne pourront jamais être utilisées pendant la partie. Dans une partie solo, vous ne bénéficiez pas de bonus de voisinage. Avant de commencer, piochez et placez au hasard 5 contrats d'exportation en face visible sur le plateau des exportations. Chaque fois que vous passez votre tour, vous recevez un bonus de 16. Une phase supplémentaire s'ajoute à chaque tour, la phase de mise en marché. Elle se joue au début des tours 2 et 5, pendant la phase de préparation, juste après avoir récupéré vos marchands. Les prix de 3 marchandises choisies au hasard sont modifiés une fois chacune. Pour cela, vous lancez les dés fournis dans le jeu, le dé de marchandises et le dé des prix. Le dé indique quelle marchandise est affectée, le dé des prix indique de combien de niveau le prix change. Ce sont ces dés-là. Si le dé désigne une marchandise déjà modifiée dans cette phase, relancez-le. Vous vérifiez d'abord si le prix actuel de la marchandise est bas, moyen ou élevé. Les parenthèses à côté du marché indiquent le prix moyen, les prix au-dessus de ces parenthèses sont élevés et ceux en dessous sont bas. Ensuite, appliquez le résultat du dé. Si le prix est bas, il augmente du nombre de niveaux indiqués sans tenir compte du signe. Si le prix est élevé, il diminue du nombre de niveaux indiqués, là aussi sans tenir compte du signe. Si le prix est moyen, appliquez exactement le signe du dé. Après la phase de mise en marché, remplissez toutes les cases vides du plateau des exportations avec de nouveaux contrats piochés dans la réserve. Puis utilisez le dernier jet de dés des prix pour déterminer quel contrat d'exportation est supprimé. Repérez l'intersection du symbole algébrique et du chiffre sur le tableau des exportations et retirez le contrat correspondant du jeu. Chaque phase d'action commence ainsi avec 5 contrats disponibles. Ensuite, vous allez faire un décompte spécifique au solo. Les contrats d'exportation remplis, 7 ou plus, 8 points. 6 contrats, 4 points. 5 contrats, 2 points. Les villages reliés, 14 villages ou plus, 18 points. 11 à 13, 12 points. 8 à 10, 8 points. Et vous avez un barème dans le livret de règles pour comparer votre score, pour savoir si vous êtes débutant ou si vous êtes un génie. Le jeu propose également quelques variantes. Elles peuvent être jouées indépendamment ou combinées entre elles selon vos préférences. Je vais vous en parler de quelques-unes qui sont recommandées pour votre première partie afin de découvrir le jeu plus facilement. Marchandises importées fixes. Si vous préférez réduire la part de hasard, vous pouvez utiliser cette variante. Quelle que soit la quantité de coton, de tabac ou de canne à sucre importée, chacune vaut 4 points de victoire à la fin. Ainsi, il n'est plus nécessaire de suivre les marchandises importées sur le plateau des exportations. Vous pouvez jouer sans les tuiles score et ou port. Pour simplifier la partie, vous pouvez choisir de ne pas utiliser les tuiles score et les tuiles port, ni pendant la mise en place, ni durant la partie. Si vous le souhaitez, vous pouvez jouer sur une carte plus compacte. Vous utilisez le dos de 4 tuiles port inutilisées pour couvrir 4 cases terrain de la carte active lors de la mise en place d'une partie à 2 ou 3 joueurs. Vous pouvez jouer sans les clans pour des conditions de départ symétriques. Les joueurs peuvent décider d'ignorer les clans pendant la mise en place et toute la partie. En plus des marchandises et de l'argent indiqués sur leur tuile de départ, ils reçoivent un bonus initial selon leur position dans l'ordre du tour. Une variante qui est recommandée uniquement pour les chefs de clan expérimentés est la suivante. Pour les joueurs recherchant une expérience plus compétitive, vous pouvez mettre les clans aux enchères en début de partie. Vous piochez au hasard autant de tuiles clans que les 2 joueurs et associez une tuile de départ de manière aléatoire. Déterminez au hasard le premier joueur à enchérir. Il propose n'importe quel montant en points de victoire, même 0, pour avoir le droit de choisir son clan en premier. Le joueur à sa gauche peut surenchérir avec un total plus élevé, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une enchère gagnante soit établie. Si un joueur passe son tour en enchère, il ne peut plus enchérir sur ce tour.
La mise maximale autorisée est de 30 points de victoire. Le joueur qui remporte la enchère inscrit le montant en points négatifs sur la feuille de score. Il place son jeton d'ordre du tour en première position et prend la tuile clan choisie avec sa tuile de départ correspondante. Le joueur à sa gauche lance ensuite l'enchère pour des clans restants, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque joueur ait choisi son clan. Le dernier joueur qui n'a pas eu à enchérir reçoit la tuile clan restante et sa tuile de départ sans perdre de points. Il jouera en dernier lors du premier tour. Donc voilà, là j'ai fait le tour de ce que propose le jeu de base. Je vais enlever tout ça, je vais sortir que le matériel de l'extension pour vous expliquer comment elle fonctionne. Et je tiens à vous redire, les boîtes sont parfaites pour ce jeu. Et on se retrouve avec l'extension. Donc là je vais déjà vous dire le matériel qu'il y a en plus, vous parler des différents modules, ce que ça amène et comment on y joue, ainsi que les nouveaux concepts du jeu. Après je vous parlerai du mode solo traditionnel, on va dire, avec l'extension, avant de passer, comme je vous l'ai déjà dit, à l'automa qui est plus complexe. Clans of Caledonia Industria nous plonge dans une époque d'industrialisation rapide et de profonde mutation économique. L'Écosse du 19e siècle. Durant cette période d'effervescence, le pays passe d'une société agricole à une véritable puissance industrielle et commerciale. Les chemins de fer se déploient à travers les vallées et les highlands, reliant les régions autrefois isolées et permettant la circulation rapide des marchandises et des personnes. Partout, des usines surgissent, propulsées par les machines à vapeur et par un désir constant d'innovation. Dans ce contexte de révolution industrielle, les joueurs doivent naviguer parmi les opportunités et les défis de cette nouvelle ère. Ils exploitent les technologies émergentes pour stimuler leur production, étendre leur influence économique et adapter leur clan à un monde en pleine transformation. Les industries du textile et de l'acier dominent cette ère de changement, symbolisant la mutation profonde du paysage économique écossais. Mais malgré cette industrialisation, les clans continuent à valoriser leurs traditions agricoles, produisant et exportant des biens emblématiques, notamment le whisky écossais, toujours au cœur de leur renommée. Le jeu de base est requis pour jouer à cette extension. Chaque module, variante ou tuile peut être utilisé indépendamment ou combiné avec les autres. Vous pouvez choisir vos modules préférés ou bien jouer avec l'ensemble complet pour vivre l'expérience Industria ultime. Le module train ajoute la plus grande complexité. Les marchés de producteurs offrent une difficulté intermédiaire et les autres modules n'ajoutent qu'une complexité minimale. Tous les nouveaux éléments de matériel, tuiles clan, tuiles de score, tuiles port, incluent un filigrane pour indiquer qu'ils appartiennent à l'extension. Déjà, quel est le contenu de l'extension? Vous avez 4 nouvelles tuiles pour faire la map, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Une carte pour le train, diverses tuiles et jetons, 7 nouvelles tuiles de départ, 9 nouveaux clans, 9 nouvelles tuiles port, 9 nouvelles tuiles de score, des tuiles de ward, des pièces de vin, ainsi que différents tokens pour le lait, le fromage. Vous en avez 6 de plus de chaque catégorie, plus des tuiles en plus. Vous avez également une nouvelle aide de jeu, car le jeu propose à la base cette aide de jeu qui vous résume tout, et une nouvelle qui va avec l'extension, et qui vous résume toutes les étapes de mise en place selon ce que vous utilisez. Pour le petit résumé de la préparation, c'est vous préparer les paires de tuiles clan et tuiles de départ, nombre de joueurs plus 1, disposer les 5 tuiles score, placer les 4 tuiles port, vous ajoutez une tuile récompense, c'est un module d'extension, remplir le plateau des futurs contrats d'exportation, également un module d'extension, préparer les contrats d'exportation habituels, placer les tuiles bonus port aux 4 coins de la carte, positionner la tuile de recouvrement bonus passé pour le marché de producteurs, module d'extension, préparer le réseau ferroviaire, ajouter les tuiles bonus de livraison, tuiles de demande, tuiles jalons, marqueurs jalons et jetons de gare, qui est un module d'extension, ajuster les prix du marché, variante de l'extension, distribuer un marché de producteurs à chaque joueur et les placer dans l'ordre inversé du tour, module d'extension, puis procéder à la sélection des clans. Ensuite, placer les premiers ouvriers, effectuer le placement des trains, module d'extension, comme ça vous installez tous les modules. À l'extension, Clans of Caledonia Industria introduit une multitude de nouveaux clans, de tuiles de score et de tuiles bonus sport, et d'autres éléments inédits. Certains d'entre eux font appel à de nouvelles mécaniques. Vous allez par exemple retrouver comme ici, des cases chute d'eau. Certaines nouvelles cases de terrain présentent désormais une chute d'eau située dans une montagne, d'où s'écoule une rivière. Contrairement au jeu de base, où les rivières partaient d'un loch. La source de la rivière se trouve à l'intersection des bordures de 3 cases. Ainsi, si un joueur possède des unités sur ces 3 cases, elles font toutes partie de la même colonie. Certains effets d'Industria permettent désormais de placer une unité sur une case déjà occupée. Les règles générales sont les suivantes. Vous ne payez pas le coût du terrain lorsque vous déployez une unité sur une case déjà occupée. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 2 unités sur une même case. Les 2 unités sont considérées comme voisines. Chaque unité compte individuellement pour les tuiles de score et les jalons. Si l'une des unités est retirée, par abattage, bonus de livraison, l'autre reste en place. En dehors de cela, traitez ces unités comme dans le jeu de base pour la production et le bonus de voisinage. L'extension introduit de nouvelles manières de déployer les unités sur la carte. Désormais, chaque fois qu'une quitte votre plateau, joueur, pour être placé sur la carte, pendant la phase d'action, elle peut déclencher un bonus de voisinage, un bonus du marché des producteurs ou un bonus bâtiment. Peu importe la façon dont elle est déployée, cela peut survenir d'une action se développer, d'un bonus de contrat d'exportation, d'un bonus sport ou même d'un bonus de livraison. Cette règle modifie le jeu de base. La tuile bonus sport numéro 7 peut également
déclencher un bonus de voisinage ou de marché des producteurs. Lors d'un déplacement d'unité, vous ne payez pas pour la nouvelle case, vous ne déclenchez pas de bonus de voisinage, ni de marché de producteurs, ni de bonus de bâtiment. Si le déplacement traverse des rivières ou des lochs, vous devez avoir le niveau d'expédition approprié, car certains effets d'Industria permettent de déplacer vos unités d'une case à l'autre. La nouvelle case d'arrivée doit toujours correspondre au type de terrain requis pour cette unité. Les ouvriers sont considérés du même type. Ils peuvent être déplacés vers n'importe quelle forêt ou montagne. Les ouvriers du clan McDonald peuvent aussi être déplacés vers ou depuis une case lock. Les revenus des ouvriers sont déterminés par votre plateau personnel et non par leur position actuelle sur la carte. Le bonus bâtiment, bonus de voisinage et marché des producteurs peuvent être utilisés dans l'ordre de votre choix pendant un tour. Cependant, ils ne peuvent être activés qu'après la résolution complète d'une action se développer. Une action se développer est considérée comme terminée lorsque l'unité a été placée sur la carte et que son coût ainsi que celui du terrain ont été payés. Si l'action se développer entraîne d'autres bonus spéciaux, comme l'action bonus d'amélioration du clan Sinclair, ceci doit être pris ou ignoré avant d'activer le bonus de voisinage, bâtiment ou marché des producteurs. Une fois qu'ils sont sur le terrain, tous les ouvriers sont considérés comme identiques pour l'ensemble des tuiles score, jalons, tuiles port et bonus de livraison. Lorsque vous gagnez une action d'amélioration, quelle qu'en soit la source, vous pouvez choisir de reprendre un de vos marchands du marché au lieu d'en engager un nouveau. L'extension Clan of Caledonia introduit plusieurs nouveaux modules, chacun ajoutant une mécanique unique. Ils peuvent être joués individuellement ou combinés selon vos préférences. Ici, c'est le plateau des futurs contrats d'exportation. Ce plateau permet aux joueurs de voir à l'avance les contrats qui arriveront ensuite. C'est un outil stratégique qui aide à anticiper les opportunités et à planifier plus efficacement ces actions d'exportation. Vous placez le plateau des futurs contrats à côté du plateau des exportations. Remplissez chaque emplacement avec un contrat d'exportation face visible directement pioché dans la réserve. Lors de la phase de préparation, lorsque vous remplissez le plateau des exportations, prenez désormais les contrats de gauche à droite sur le plateau des futurs contrats, au lieu de piocher directement dans la pile. Si un joueur obtient un bonus bâtiment, il prend les 3 contrats les plus à gauche du plateau des futurs contrats, ou 6 contrats pour le clan Buchanan, au lieu d'en tirer un dans la pioche. À chaque fois que des contrats sont retirés du plateau des futurs contrats, faites glisser les contrats restants vers la gauche, puis remplissez les cases vides avec de nouveaux contrats. Vous avez des tuiles récompenses. Lors de la mise en place, tirez une tuile récompense au hasard et placez la face visible sous la 5e tuile de score, en veillant à choisir le comté correspondant au nombre de joueurs. À la fin de la partie, cette tuile offre des points supplémentaires selon des objectifs spécifiques. Le joueur remplissant le mieux les conditions gagne 12 points, 8 points dans une partie à 2, le deuxième joueur gagne 6 points, 0 dans une partie à 2. En cas d'égalité, les points sont partagés équitablement, comme lors du décompte des exportations. Vous avez, avec ces tuiles-là, qui sont recto, verso, ce qu'on appelle le marché des producteurs. Ils modifient directement le plateau de jeu. Ils bloquent certaines cases, mais permettent aux joueurs de vendre leurs marchandises à un prix supérieur. Ce bonus prix fonctionne de manière identique au bonus de voisinage. Avant la sélection des clans, distribuez un marché de producteurs à chaque joueur. Puis, dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur place sa tuile en respectant les règles suivantes. Le marché doit être placé sur une case terrestre. Cette case doit avoir au moins 3 cases terrestres voisines. Il doit y avoir au moins 2 cases d'écart entre chaque marché de producteurs. Si vous utilisez la variante enchère des clans, placez les marchés des producteurs dans l'ordre inverse des enchères. Aux premières parties, ne réfléchissez pas trop à ce placement. Choisissez simplement des zones accessibles avec beaucoup de cases voisines. Lorsque vous jouez avec le marché des producteurs, placez la tuile de recouvrement bonus passé sur le plateau des exportations. Choisissez le côté correspondant au nombre de joueurs et recouvrez la zone prévue. Les bonus passés deviennent alors 4 pièces plus bas que d'habitude. Vous ne pouvez pas déployer d'unités sur les cases contenant un marché de producteurs. Lorsque vous développez sur une case voisine d'un marché de producteurs, vous pouvez immédiatement vendre jusqu'à 4 marchandises d'un seul type, celui indiqué sur la tuile et non encore couvert. Payez le coût du terrain à de l'unité déployée avant d'utiliser le marché. Placez jusqu'à 4 marchands sur la colonne correspondant du plateau marché selon la marchandise que vous souhaitez vendre. Gagnez la valeur actuelle de cette marchandise sur le marché plus un bonus de prix. Plus 2 pour chaque produit de base, lait, laine, céréales, plus 3 pour chaque produit transformé, pain, fromage ou whisky. Enfin, ajustez le prix des marchandises comme d'habitude en déplaçant le marqueur de prix selon la direction de commerce effectuée. Il existe 9 tuiles marché producteurs au total, soit une pour chaque paire de produits de base, produits transformés. Le verso de ces tuiles rappelle que vous pouvez échanger jusqu'à 4 marchandises avec un bonus de plus 2 ou plus 3 selon le type. Lorsque vous vendez une marchandise via ce marché, placez l'une des marchandises vendues sur l'icône correspondante de la tuile. Quand les 2 icônes d'une tuile marché sont recouvertes, la tuile est immédiatement retirée du plateau et remise dans la boîte. Les marchandises utilisées pour la conversion des fossés et la case devient à nouveau disponible. Les joueurs peuvent désormais s'y développer normalement. Les marchés de producteurs ne peuvent être utilisés que pendant votre tour et uniquement durant la phase d'action. Ils ne peuvent donc pas être activés lors du placement des premiers ouvriers. Les placements d'unités spéciales qui ne déclenchent pas de bonus de voisinage ne déclenchent pas non plus
les marchés des producteurs. Ici, c'est le gros de l'extension, le module train. Le module train introduit une nouvelle carte, le plateau de réseau ferroviaire. Les joueurs y déplacent leur train pour livrer des marchandises aux villes et aux métropoles, gagnant ainsi des bonus uniques. Ils rivalisent pour atteindre des jalons qui offrent à la fois des points de victoire et l'accès à de nouvelles zones du réseau. Le plateau ferroviaire contient 12 lieux, 10 villes, 2 métropoles, ainsi que 2 tunnels reliant différentes sections du réseau. Vous allez utiliser le côté de la carte qui comporte l'icône 3-4 joueurs dans le coin inférieur gauche. Vous piochez et placez une tuile bonus de livraison sur chaque ville et métropole. Vous piochez et placez une tuile jalon sur chaque métropole et chaque tunnel. Vous placez et vous piochez une tuile demande sur chaque métropole et chaque paire de villes. Vous mélangez les tuiles demande restantes pour créer une pile face cachée que vous placez à côté de la zone des futures tuiles demande. Là j'ai tout laissé là et j'ai pas tout mis pour que vous ayez une idée du plateau. Et comme ça vous savez comment tout se place. Ensuite vous piochez 4 tuiles à 4 joueurs ou 3 tuiles à 3 joueurs et vous les placez face visible sur cette zone. Les différentes zones du plateau sont les suivantes. Ici, nous avons la zone des futures tuiles demande. Ici, nous avons un tunnel. Ici, une tuile jalon ou milestone. Ici, une métropole. Ici, ce sont les marqueurs de jalons que vous pouvez mettre là. Ici, c'est un train. Ici, c'est ce qu'on appelle les tuiles de demande. Ici, une ville. Ici, des tuiles de bonus de livraison. Et ici, la piste de livraison. Ensuite, chaque joueur place ses 4 marqueurs sur les 4 premiers emplacements de la piste de livraison. Puis place sa gare sur le dernier emplacement de cette même piste. Une fois la mise en place terminée et les premiers ouvriers placés, chaque joueur dans l'ordre inversé du tour place son train sur une ville de son choix. Vous ne pouvez pas placer votre train dans une ville déjà occupée par un autre joueur. Comme vous devez déplacer votre train avant de livrer, évitez de le placer sur une ville où vous comptez effectuer votre première livraison. Une fois par manche, vous pouvez effectuer une action de train. Cette action vous permet de déplacer votre train sur le réseau ferroviaire et de livrer des marchandises pour obtenir un bonus immédiat. Pour le déplacement du train, vous pouvez le déplacer de 1 ou 2 lieux. Cela peut être entre villes, métropoles ou une combinaison des deux. Le déplacement s'effectue le long des voies ferrées d'un lieu à un lieu adjacent. Vous ne pouvez pas traverser une voie verrouillée, sauf si vous l'avez déverrouillée en atteignant le jalon correspondant. Enfin, vous ne pouvez pas terminer votre mouvement sur la case de départ. Le train doit changer de lieu à chaque déplacement. Lorsque vous déplacez votre train, il peut traverser ou s'arrêter sur des lieux déjà occupés par les trains des autres joueurs. Mais attention, si vous traversez un lieu occupé par un train adverse ou si vous terminez votre mouvement sur ce lieu, vous devez payer 3 à chaque joueur concerné. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pouvez pas emprunter ces voies, ni terminer votre déplacement sur ces lieux. Vous devez livrer des marchandises sur le lieu où vous terminez votre mouvement. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous déplacer vers un lieu sans y livrer. Après votre livraison, inclinez votre train sur le côté, posé à plat, sur le plateau réseau ferroviaire. Cela indique que votre train a été utilisé et ne pourra plus être rejoué pour le reste de la manche. Lorsqu'une livraison est effectuée, payez les marchandises demandées, figurant sur la tuile demande du lieu où vous vous trouvez. Vous recevrez alors le bonus de livraison indiqué sur ce lieu. Vous pouvez choisir de prendre le bonus en totalité, en partie ou pas du tout. Cependant, si le bonus comporte un coût supplémentaire, vous devez le payer intégralement pour en profiter. Ensuite, prenez votre marqueur le plus à gauche sur la piste de livraison, qu'il s'agisse d'un jalon ou de votre gare, et placez-le à côté de votre plateau personnel pour le moment. Il sera utilisé plus tard dans la partie. Après votre 5e livraison de la partie, vous devez immédiatement placer votre gare, soit avant, soit après avoir résolu le bonus de livraison. Votre gare peut être placée dans n'importe quelle case du plateau de jeu remplissant les conditions suivantes. Elle est à portée d'expédition. Elle contient au moins une unité d'un autre joueur, elle ne contient pas encore une gare, elle n'est pas adjacente à une autre case avec une gare. Si aucune case du plateau ne répond à ces critères, défaussez-la et remettez-la dans la boîte. Placer une gare ne coûte rien. Elle ne déclenche pas de bonus de voisinage ni de marché de producteurs. Une fois en jeu, votre gare comme une de vos unités à part entière. Si une unité adverse présente sur la carte est retirée, votre gare reste en place et la case est désormais considérée comme la vôtre uniquement. Tandis c'est sur le plateau avec cette tuile-là que vous la placez. Chaque fois que vous effectuez une livraison, vous déverrouillez l'un de vos marqueurs jalons. Lorsque vous avez un marqueur déverrouillé dans votre réserve, vous pouvez utiliser une action pour réclamer un jalon. Vous pouvez réclamer un jalon que si vous remplissez ces conditions et que vous ne l'avez pas encore obtenu. Placez votre marqueur sur l'emplacement disponible offrant le plus de points. Le tunnel de métropole correspondant deviennent alors déverrouillés pour vous. Les tunnels relient 2 villes situées sur les côtés opposés du plateau réseau ferroviaire. Se déplacer d'une ville à une autre ville via un tunnel compte comme un seul déplacement. Lorsque vous utilisez un tunnel durant votre action train, vous gagnez immédiatement une action supplémentaire que vous pouvez jouer après avoir terminé votre livraison. Une métropole déverrouillée fonctionne comme une ville normale. Vous pouvez la traverser ou vous y arrêter pour livrer des marchandises. Mais en plus, chaque fois que vous livrez dans une métropole, vous gagnez 2 points de gloire supplémentaires, en plus du bonus de livraison de ce lieu. Pendant chaque phase de préparation, sauf la première manche, vous défaussez toutes les tuiles demande utilisées cette manche, celle marquée par un train incliné à côté. Vous complétez les tuiles demande, commencez par les métropoles, puis les villes. Placez la tuile la plus à gauche de la zone des futures tuiles demande et placez-la sur l'emplacement vide au plus petit numéro sur le plateau. Vous voyez, vous avez différents numéros à ces endroits-là. Faites glisser les tuiles restantes vers la gauche, puis remplissez les espaces vides en piochant dans la pile de tuiles de demande. Relevez tous les trains inclinés, ils sont maintenant disponibles pour la manche suivante. Pour le décompte des points, vous comptez le nombre d'emplacements vides sur votre piste de livraison.
pour connaître le total de vos livraisons effectuées. Une livraison de 2 points, 2 livraisons 5 points, 3 livraisons 9 points, 4 livraisons 14 points et 5 livraisons 20 points. Pour chaque jalon réclamé durant la partie, vous marquez les points de victoire selon votre position. Le premier marque 8 points, le deuxième 4 points, le troisième 2 points et le quatrième 0 points. Dans une partie à 2 joueurs, il y a quelques ajustements à faire. Ils fonctionnent presque de la même manière, mais avec quelques petites modifications spécifiques pour adapter la carte et les interactions. Vous utilisez l'autre côté du plateau. Les zones de jalons ne comportent que 2 emplacements. Les jalons rapportent 6 points de victoire au premier joueur et 2 au deuxième joueur. Vous avez également un mini-train que j'ai posé là, en plus de votre train. Le mini-train ajoute une dimension stratégique supplémentaire, permettant une présence ferroviaire plus étendue sur le réseau. Lors de la mise en place, la procédure est la suivante. Le deuxième joueur dans l'ordre du tour commence et place soit son train, soit son mini-train sur une ville de son choix. Puis le premier joueur fait de même, il place un train ou son mini-train sur une autre ville. Le deuxième joueur place son pion restant. Enfin, le premier joueur place son dernier pion. Action train. Une règle importante, aucun train ni mini-train ne peut être placé sur une ville déjà occupée par un pion adverse. Chaque fois que vous effectuez une action train, vous devez également déplacer votre mini-train. Vous déplacez vos 2 pions, train et mini-train, dans n'importe quel ordre. Le mini-train ne peut pas livrer de marchandises, seul le train principal effectue les livraisons. Une fois votre livraison terminée, seul le grand train est incliné pour indiquer qu'il a été utilisé. Votre train et mini-train ne peuvent jamais terminer leur mouvement sur la même case. Vous ne payez rien lorsque vos propres trains se croisent. Lorsqu'un de vos trains, qu'il soit normal ou mini, traverse ou termine son déplacement sur un lieu où se trouve un train adverse, vous devez payer 3 à votre adversaire pour chaque train rencontré. Le paiement doit être effectué immédiatement avant de résoudre une éventuelle livraison. Si vous ne pouvez pas payer le coût, vous ne pouvez pas traverser ces lieux ni terminer votre déplacement dessus. Pour le jeu solo, avec les mêmes règles que le jeu de base, vous avez quelques petites choses qui changent du coup. Dans cette version solo, la manière de compter les récompenses est légèrement modifiée. Lors de la mise en place, tirez une carte récompense provenant du matériel de l'automa. Car en effet, vous avez toutes ces cartes pour le mode solo que je vais vous expliquer ensuite. Donc vous tirez une carte récompense provenant du matériel de l'automa au lieu d'utiliser une tuile récompense classique. Placez cette carte sous la 5e tuile score comme d'habitude. Les objectifs figurant sur sa carte sont identiques à ceux des tuiles récompenses du mode multijoueur. Mais ici vous n'avez pas d'adversaire. Vous comparez votre propre performance à celle indiquée sur la carte. Sur le niveau d'objectif atteint, vous pouvez gagner 4 points de victoire, ne rien marquer ou même perdre 4 points si vous échouez à remplir le critère. Le plateau réseau ferroviaire peut également être utilisé dans cette variante du mode solo de base. Cependant, l'extension introduit une option alternative, l'automa. Ce dernier simule un véritable joueur, offrant une expérience plus interactive et proche d'une partie multijoueur. En contrepartie, l'automa demande un peu plus de gestion et quelques règles supplémentaires. Mais quoi qu'il en soit, utilisez le côté du plateau ferroviaire pour 2 joueurs. Prenez les 4 cartes jalons issues du matériel de l'automa et placez-les sur les zones de jalons du plateau, afin de couvrir les valeurs en points de victoire imprimées dessus. Lorsqu'un lieu est livré et que vous avez reçu son bonus de livraison, défaussez immédiatement sa tuile bonus de livraison. Ainsi, chaque lieu ne peut être livré qu'une seule fois pendant la partie. Lorsque vous réclamez un jalon, vous marquez première manche 10 points, deuxième manche 8 points, troisième manche 6 points, quatrième manche 4 points et cinquième manche 2 points. Ce système vous récompense pour la rapidité. Plus vous réclamez vos jalons tôt, plus vous gagnez des points, sans pour autant avoir besoin de concurrence directe. À la fin de la partie, effectuez le décompte classique du mode solo. Si vous avez déjà joué avec le plateau ferroviaire, vous devez soustraire 30 points à votre score final. C'est une pénalité d'équilibrage reflétant la valeur stratégique et la richesse de ce module supplémentaire. L'extension Clans of Caledonia Industria propose plusieurs variantes de jeu. Elles permettent d'ajuster la difficulté, de diversifier les parties ou d'introduire certaines mécaniques de l'extension sans en ajouter toute sa complexité. Vous avez des prix de départ du marché aléatoire. Cette variante introduit une mise en place variable du prix des marchés, rendant chaque partie plus dynamique et moins prévisible. Après avoir positionné les marqueurs de prix sur le plateau, lancez le dé de prix pour chaque type de marchandise. Ce sont les dés que je vous ai montrés plus tôt dans la vidéo. Selon le résultat du dé, vous laissez le marqueur à la position initiale, ou le montez d'une case, ou le descendez d'une case. Ainsi, chaque type de marchandise débute à un niveau de prix légèrement différent, ce qui modifie les stratégies commerciales dès le départ. Vous avez plusieurs méthodes de décompte des points pour 2 joueurs. Ces variantes sont conçues pour rendre les parties à 2 joueurs plus compétitives, en limitant l'écart de points lors des décomptes d'exploration et de colonie, même lorsqu'un joueur prend une avance importante. Le joueur ayant rempli le plus de contrats d'exportation gagne 8 points de victoire comme d'habitude. Le deuxième joueur gagne 4 points s'il a rempli exactement un contrat de moins, et 0 sinon. En cas d'égalité, les 2 joueurs marquent 4 points. Le joueur ayant le plus grand nombre de colonies à portée d'expédition gagne 12 points normalement. Le second joueur gagne 6 points s'il possède 1 ou 2 colonies de moins, et 0 points sinon. En cas d'égalité, les 2 joueurs gagnent 6 points. Comme dans le module train, placez 4 tuiles jalons sur le plateau réseau ferroviaire pendant la mise en place, puis effectuez les comptes finales en fin de partie. Vous pouvez également utiliser des jalons sans le module train complet. Cela offre la possibilité d'intégrer la mécanique des jalons sans devoir utiliser l'intégralité du mode train. Elle converse la compétition pour les points de jalon, mais avec des règles allégées et simplifiées. Par exemple, chaque joueur place ses 4 marqueurs jalons à côté de son plateau personnel. Pour réclamer un jalon, le joueur doit simplement payer 5. Une version idéale pour conserver un petit défi stratégique sans alourdir la partie avec la gestion du réseau. Vous pouvez également utiliser des jalons avec un module train simplifié. Chaque joueur place un marqueur jalon à côté des tuiles score des manches 1 à 4. Vous utilisez le plateau côté 3-4 joueurs.
placez une tuile de mande à côté de chaque jalon lors de la mise en place. Disposez également 4 tuiles de mande face visible dans la zone des futures tuiles de mande. Pour réclamer un jalon, vous devez livrer les marchandises indiquées sur la tuile de mande située à côté. Lorsque vous remplissez cette condition, vous gagnez 15. Prenez le marqueur de jalon placé à côté de la tuile score de la manche en cours, ou d'une manche précédente. Puis, vous le placez sur le jalon que vous venez de réclamer. À la fin de chaque manche, vous remplacez toutes les tuiles de mande placées à côté des jalons par de nouvelles tuiles provenant de la zone des futures tuiles de mande, puis réapprovisionner cette zone comme d'habitude. Je vais maintenant vous parler un petit peu du mode Automa, qui vient donner une expérience de jeu plus dense pour les amateurs de solo. Clans of Caledonia Industria a été conçu pour compléter la variante solo, obtenir le score le plus élevé du jeu de base. Son objectif est de fournir aux joueurs une expérience similaire à celle d'une partie multijoueur. Les cartes aides de jeu Automa vous rappellent la mise en place et les principes de règles de Automa. L'Automa peut être utilisé avec n'importe quelle combinaison de modules d'extension. Certains modules requièrent des règles modifiées pour l'Automa, tous les autres modules peuvent être utilisés sans modification. En général, on considère que l'Automa est en compétition avec un seul joueur. Cependant, il peut être utilisé dans des parties avec 2 ou 3 joueurs humains. Dans ce cas, de légers ajustements seront nécessaires pour les modules récompenses et trains. Les changements majeurs de l'Automa sont: l'Automa gère l'argent, mais n'a jamais de marchandises dans sa réserve. Il peut remplir des contrats, mais utilise pour cela de l'argent ou des marchandises. Il gagne toujours un bonus monétaire fixe lorsqu'il effectue l'action commerce, qu'il utilise le bonus de voisinage ou le marché de producteur. Lors de la phase de production, il reçoit de l'argent supplémentaire au lieu de marchandises. L'Automa ne participe pas à la phase de score, mais gagne un montant fixe de points de gloire par niveau de difficulté à la fin de la partie. L'Automa gagne généralement beaucoup plus d'argent que les joueurs, ce dont il a besoin pour remplir les contrats. L'Automa va utiliser un plateau joueur avec les mêmes unités et jetons que d'habitude. Vous suivez la mise en place habituelle selon le nombre de joueurs. Les quelques petites modifications sont les suivantes. L'Automa n'a pas de clan. Vous choisissez entre 2 paires de tuiles clan et de tuiles départ. Vous lancez le dé marchandises et placez le jeton gloire de l'Automa au-dessus de la colonne du plateau joueur où se trouve l'unité qui produit cette marchandise. Vous triez. Donc ici il y a beaucoup de cartes. Vous triez toutes les cartes Automa selon le chiffre romain représenté dans leur coin supérieur gauche, comme vous le voyez ici, en 5 paquets de cartes face visible. Ce chiffre indique la manche au cours de laquelle ces cartes sont ajoutées au paquet de cartes Automa. Mélangez le paquet avec le chiffre romain 1 et placez-le face cachée à côté du plateau joueur de l'Automa. Placez une pièce de 10 sur chaque paquet portant le chiffre romain 2 à 5. Vous choisissez un niveau de difficulté et vous placez un marqueur jalon Automa sur la ligne correspondante de la carte difficulté de l'Automa. L'Automa gagne l'argent indiqué pour le niveau choisi et plus 2 expéditions. Placez la carte de difficulté Automa avec le marqueur jalon à côté du plateau d'exportation. Si vous souhaitez jouer avec le marché des producteurs, vous choisissez ou placez 2 marchés de producteurs sur les modules de terrain AC ou B et D. Lorsque vous déployez vos propres ouvriers de départ, il doit y avoir au moins 2 cases entre votre ouvrier de départ et n'importe quel marché de producteur. Cette règle ne s'applique pas aux ouvriers de départ de l'Automa. Avant que vous déployiez vos ouvriers, l'Automa déploie un ouvrier dans chacun des 4 modules de terrain A à D. Il paie le coût de déploiement de ses ouvriers en utilisant son agent de départ comme d'habitude. Pour chaque module de terrain, lancez le dé prix. Un plus, déployez l'ouvrier près du lock central. Un moins, déployez l'ouvrier près du port. Cependant, une fois qu'un plus ou un moins a été obtenu 2 fois, les ouvriers restants de l'Automa seront déployés de façon à ce qu'il y ait 2 ouvriers près des ports et 2 près du lock central. Plus précisément, les cases contenant les roches montrant la lettre du module. L'Automa choisit une case spécifique dans chaque module de terrain selon les critères suivants par ordre d'importance. Un coût de case maximum de 2. La case la plus proche du port ou du lock, selon le dé. La case la moins chère, choisir au hasard ensuite. L'Automa est dernier au tour 1. Les manches suivantes se déroulent dans l'ordre du bonus passé comme d'habitude. Une fois la mise en place de l'Automa terminée, vous déployez vos 2 ouvriers de départ. Pendant la phase de préparation des manches 2 à 5, ajoutez des pièces de 10 présentes au-dessus des nouvelles cartes de l'Automa. Notre réserve d'argent peut mélanger les cartes dans le paquet de cartes Automa avec toutes les cartes restantes des manches précédentes. L'Automa utilise toujours un port dès que sa portée lui permet de l'atteindre. Lorsqu'il le fait, il place son marqueur port sur le port et reçoit 10 au lieu du bonus indiqué. Au début de chaque tour de l'Automa, vous piochez une carte du paquet de cartes Automa et vous placez face visible sur la table. Cette carte est appelée carte d'action. Ne regardez que la partie supérieure de cette carte. Elle représente 1 à 4 icônes d'action. L'Automa tente d'effectuer l'action la plus à gauche. Si cela n'est pas possible, ou ne peut pas répondre aux exigences de cette action, il effectuera l'action suivante de gauche à droite. Il y a des icônes pour passer son tour, amélioration de technologie, commerce, contrat d'exportation, amélioration, se développer. Lorsque l'Automa tente d'effectuer une action amélioration ou se développer, vous piochez une nouvelle carte de la pioche Automa. C'est appelé une carte soutien. Vous la placez à l'envers en recouvrant la partie inférieure de la carte action. Vous avez toute une manière dont il va se comporter qui va vraiment simuler un joueur. C'est vraiment très intéressant. Je vous ferai sûrement une vidéo plus détaillée dessus parce que j'ai vraiment aimé ce mode-là. Je ferai sûrement une partie pour vous montrer ce que ça donne. Mais ça, vraiment, si vous aimez le solo, ils ont fait un mode assez génial. Je vais vous montrer le livret de règles que vous ayez une idée. On est quand même sur un livret de règles de 8 pages pour vous expliquer. Donc là, vous voyez, j'ai quand même fait une présentation du début. Comme ça, vous avez une idée déjà de comment il va fonctionner. J'en parlerai dans mon avis. Mais vous voyez, vous avez vraiment énormément de choses. Il peut se jouer avec les extensions également. Donc ça vous donne un vrai défi, un vrai challenge pour jouer contre l'Automa. Donc après ces règles et l'extension, je vais enfin vous donner mon avis sur le jeu. Fermez les yeux un instant. Imaginez l'Highland écossais, balayé par le vent, des collines vertes à perte de vue, quelques fermes éparses. Et dans la vallée, la fumée d'une distillerie
qui s'élève lentement. Un ruisseau alimente la roue d'un moulin. Tout semble paisible, presque immuable. Et pourtant, l'histoire est en marche. C'est là que Clans of Caledonia nous accueille, dans une Écosse du XIXe siècle, au bord d'une transformation économique majeure. L'époque où le pays bascule d'un monde agricole vers l'industriel, où la laine, le whisky et le fromage côtoient bientôt le fer, le coton et la vapeur. Clans of Caledonia, c'est un jeu d'économie, de production, d'échange, mais surtout, c'est une expérience de construction, de lente expansion, où l'on sent, tour après tour, son clan prendre racine dans un monde qui change. Et si l'on devait résumer le genre en une phrase, ce serait un mélange d'élégance mécanique, de profondeur stratégique et de charme rustique parfaitement dosé. À première vue, Clans of Caledonia pourrait sembler classique. Un plateau, des hexagones de terrain, des ressources à produire et des contrats à remplir pour engranger des points. Mais très vite, on réalise que derrière sa façade de jeu de gestion se cache un bijou d'équilibre. Chaque joueur incarne un clan écossais, doté d'un pouvoir unique. Certains excellent dans le commerce, dans la production, certains manipulent mieux le marché, d'autres optimisent leurs terres. Et tout par-delà, une économie vivante, précise sans hasard, où la moindre pièce compte, où chaque décision laisse une empreinte durable. Le cœur du jeu, c'est le marché dynamique. À chaque fois qu'un joueur vend ou achète une ressource, le prix de cette ressource monte ou descend immédiatement. Ainsi, tout est interconnecté. Le fromage que vous vendiez maintenant pourrait coûter le double au tour suivant. Et cette hausse de prix peut impacter les plans de vos adversaires. Ce mécanisme simple en apparence crée une tension constante, une tension silencieuse, presque élégante, où on observe les autres joueurs avec un œil inquiet. Va-t-il vendre son whisky? Acheter ma laine? Faire grimper le prix du lait avant mon tour? Et cette tension douce mais omniprésente, c'est ce qui fait battre le cœur du jeu. Ce qui frappe, surtout, dans Clans of Caledonia, c'est la cohérence entre thème et mécanique. À chaque action, chaque transformation de ressources semble logique, naturelle, ancrée dans son époque. On sent la terre, la sueur, le travail. Planter du grain, le transformer en pain ou en whisky n'est pas qu'une simple opération comptable, c'est un cycle de vie. Au fil des tours, une véritable économie organique se met en place. Vos moutons produisent la laine, vos vaches donnent le lait, vos distilleries tournent à plein régime, et vos contrats d'exportation vous relient au monde extérieur. C'est l'histoire d'une Écosse qui s'ouvre au commerce international, et où chaque joueur trace sa propre route vers la prospérité. Le jeu parvient à équilibrer réalisme économique et accessibilité ludique. Il offre un sentiment de progression tangible, presque physique. En fin de partie, on regarde son plateau, on voit ce qu'on a bâti, un petit empire agricole devenu industriel, cohérent, stable, fier comme un clan écossais. Clans of Caledonia est un jeu de rythme, c'est un jeu où tout s'accélère doucement. Les premières manches sont prudentes, calculées, on pose ses bases, on économise, puis peu à peu, les clans se déploient, les marchés s'agitent et la carte se peuple d'unités, de champs, de distilleries et de boulangeries. Le tempo s'intensifie, mais jamais ne déborde. Il a toujours cette impression d'ordre, de maîtrise. Et c'est là que réside le plaisir. Tout semble à portée de main, mais rien n'est jamais acquis. La courbe d'apprentissage est fluide mais profonde. Les premières parties sont exploratoires, puis vient le moment où l'on comprend vraiment les interactions, où on anticipe les prix, les bonus, le voisinage. C'est un jeu qui récompense la compréhension et la planification, sans punir la curiosité ni le tâtonnement. Côté accessibilité, le jeu reste à la portée d'un public intermédiaire. Les règles sont claires, la structure logique. Et la fluidité des tours rend le tout très agréable, même pour ceux qui découvrent. Mais la richesse du jeu se révèle à long terme. Chaque clan, chaque tuile de score, chaque configuration de plateau renouvelle les stratégies. On y revient encore et encore. La rejouabilité est immense, sans qu'aucune partie ne se ressemble. Sur le plan visuel, Clans of Caledonia est très élégant. Les couleurs sont naturelles, les tons terreux, les lignes claires. Le plateau évoque l'Écosse sans artifice, comme les cartes anciennes que l'on aurait retrouvées dans un coffre d'auberge. Chaque élément de matériel respire la clarté et la lisibilité. Un style à la fois fonctionnel et chaleureux, parfaitement adapté à l'univers du jeu. Ici, tout est au service de la mécanique, et cela participe grandement à l'immersion, sans parler des rangements de très bonne qualité qui viennent avec cette boîte-là. Puis vient Industria, la première grande extension du jeu. Et c'est là une autre page de l'histoire d'Écosse qui s'écrit. Là où le jeu de base raconte la lente transformation agricole, Industria introduit la révolution industrielle avec intelligence et respect. On ne change pas le moteur, on y greffe une nouvelle couche. Une surcouche de modernité, d'interconnexion, de compétition. Le module train est la pièce maîtresse de cette extension. Il introduit un plateau ferroviaire où les joueurs déplacent leurs locomotives à travers villes et métropoles pour livrer des marchandises et obtenir des bonus. C'est une mécanique à part entière, mais parfaitement intégrée. Elle ne remplace rien, elle prolonge le jeu. Le plus impressionnant, c'est qu'elle le fait sans rompre la fluidité du système d'origine. On retrouve la même logique d'anticipation, la même rigueur économique, mais désormais sur deux plans. Le sol fertile de la campagne et les rails du progrès. Cette dualité fonctionne à merveille. On sent le passage de l'artisanat à l'industrie, de la ferme à la métropole, et tout cela sans jamais perdre la saveur du jeu d'origine. Les marchés de producteurs, eux, ajoutent un autre type de tension. Ils bloquent certaines cases du plateau principal, offrent des opportunités de vente plus lucratives, et forcent les joueurs à se positionner intelligemment. On doit choisir entre profiter d'un bonus immédiat ou investir sur le long terme. Les tuiles récompenses, les jalons, les nouvelles tuiles clans renouvelle profondément la stratégie et la rejouabilité. On ne refait jamais la même partie et chaque combinaison apporte un nouveau défi. L'ajout de ces modules rend le jeu plus dense, plus exigeant, mais jamais confus. Industria n'est pas une extension décorative, c'est une évolution logique, une maturation. La gestion du réseau ferroviaire, les livraisons planifiées, les bonus, tout cela amplifie la profondeur sans trahir l'esprit du jeu. Les joueurs chevronnés y trouveront une richesse tactique immense, tandis que les nouveaux venus
pourront choisir les modules à la carte en modulant la difficulté à leur convenance. C'est une extension à la fois flexible et élégante, qui respecte son héritage tout en les tirant vers de nouvelles horizons. Là où Clans of Caledonia faisait sentir la croissance d'un village, Industria fait ressentir la puissance d'un pays en pleine mutation. Les rails relient les clans, les marchés s'intensifient, et le rythme s'accélère sans jamais devenir chaotique. Le plaisir reste le même, celui de la construction, de la vision, de la maîtrise, mais on y ajoute une nouvelle saveur, celle du progrès, du risque du mouvement. Clans of Caledonia s'adresse avant tout aux joueurs qui aiment la stratégie économique propre, lisible mais profonde. Ceux qui apprécient de bâtir un moteur de production efficace et d'observer ses engrenages tourner. Il conviendra aux joueurs qui aiment les thèmes historiques bien intégrés, les mécaniques sans hasard et l'intention silencieuse d'un jeu où chaque décision compte. L'extension, à elle, s'adresse aux joueurs expérimentés, ceux qui maîtrisent déjà le jeu de base et veulent aller plus loin. Elle densifie le gameplay, ajoute de la planification et une touche de compétition directe, sans jamais perdre la clarté ni l'équilibre du système d'origine. Le jeu de base est parfait pour les stratèges posés, les bâtisseurs patients. L'extension est pour les amateurs de défis, ceux qui aiment sentir la vapeur du progrès et leur frôler les doigts. Clans of Caledonia est avant tout un jeu profondément économique, construit autour des échanges, de la production, de la compétition sur un plateau où chaque placement compte. C'est donc un titre qu'on imagine d'abord taillé pour le multijoueur, avec tout ce que cela implique de tension et de lecture des adversaires. Mais le mode avec l'automa, lui, réussit. Le pari d'offrir une expérience complète, solide et satisfaisante, sans dénaturer l'essence du jeu. Ici, on ne se contente pas simplement de battre son propre score, on affronte un adversaire automatisé, une sorte d'intelligence artificielle de plateau. Cet automa n'est pas un simple compteur de points. Il reproduit, avec un certain réalisme, le comportement d'un joueur humain. Il agit sur le plateau, occupe des emplacements, remplit des contrats, améliore ses capacités et interagit indirectement avec l'économie du marché. On a vraiment la sensation de jouer contre quelqu'un, ou du moins contre une entité qui a un impact tangible sur la partie. Ce qui rend ce système particulièrement réussi, c'est son équilibre entre simplicité et immersion. L'automa n'a pas besoin de manipuler des ressources physiques, il fonctionne exclusivement avec de l'argent. Cette approche réduit grandement la manipulation matérielle, tout en maintenant le cœur du jeu économique. Il simule les échanges, achète et vend, remplit des contrats en dépensant des sommes fixes et reçoit des revenus en argent plutôt qu'en marchandises. Ce choix de conception donne un rythme fluide à la partie, sans nuire à la cohérence de l'expérience. Chaque manche s'accompagne de petits ajustements. De nouvelles cartes dictent ses priorités, des revenus sont ajoutés et sa stratégie évolue légèrement. Ce renouvellement constant, même modeste, suffit à donner une impression de progression. Les actions sont variées, développement, commerce, contrat, amélioration de technologie, et bien que mécanique, elle conserve une logique propre qui rend l'automa crédible. Ce que j'apprécie, c'est que ce mode-là a recréé l'attention du multijoueur. On surveille son argent, on anticipe ses placements. On pèse quand il vient s'installer sur une zone que l'on convoitait. Bref, on retrouve ces petits moments de frustration et de satisfaction propre à Clans of Caledonia. Le plateau vit même seul à la table. Le système de difficulté modulable est un vrai plus. On peut choisir le niveau de défi avant de commencer la partie, ce qui permet d'adapter l'expérience à son rythme et sa maîtrise du jeu. Le niveau le plus accessible permet de découvrir le fonctionnement général sans pression, tandis que le plus élevé impose une gestion rigoureuse et ne pardonne pas les erreurs de planification. Cette gradation rend le mode aussi adapté aux nouveaux joueurs qu'aux passionnés en quête d'un vrai challenge. En termes de rythme, l'automa se révèle étonnamment fluide. Ses tours sont rapides à exécuter grâce à un système de cartes d'action qui résume ses choix sans nécessiter de longue vérification. Cela évite la lourdeur souvent associée aux automates trop détaillés. On garde le contrôle de la partie sans avoir l'impression de passer plus de temps à gérer la machine qu'à jouer soi-même. Le plaisir vient de la planification, optimiser ses revenus, anticiper ses dépenses et trouver la bonne séquence d'action pour tirer parti du marché. Autre bon point, la phase de production a été simplifiée, ce qui accélère les manches tout en gardant leur intérêt économique. L'automa reçoit de l'argent selon ses bâtiments, mais n'a pas besoin de gérer des ressources intermédiaires. Un petit allègement bienvenu pour la fluidité du jeu. Et même si en fin de partie, il marque ses points de manière abstraite, son score final reste cohérent et souvent redoutable. Il offre une expérience concentrée, analytique et satisfaisante, idéale pour ceux qui aiment planifier et optimiser sans interruption. Ce mode avec automa est une très belle réussite. Il parvient à conserver l'identité économique et stratégique de Clans of Caledonia, tout en offrant un cadre fluide, cohérent et exigeant. On sent que le travail de conception a été réfléchi, chaque règle a été adaptée pour aller à l'essentiel, sans alourdir le plaisir du jeu. C'est un mode que je recommande vraiment à ceux et celles qui aiment le jeu et qui veulent pouvoir y revenir souvent, même sans partenaire de table. Il reproduit l'esprit du jeu avec une rigueur et une élégance rares dans ce type d'automa. Clans of Caledonia est un jeu d'orfèvre, un équilibre rare entre profondeur et fluidité, entre calcul et émotion. Il raconte mieux que beaucoup d'autres la beauté du développement, le plaisir de la planification et la satisfaction du travail bien fait. Et avec Industria, le tableau devient complet. On y attend le sifflement du train, le marteau sur l'enclume, la rumeur du marché et le clapotis du loch. C'est une équation en marche, une époque économique à hauteur d'homme. Un jeu exigeant mais jamais aride, un jeu cérébral mais plein de vie, un jeu qui au fond parle de nous, de notre capacité à évoluer, à bâtir, transformer le monde sans le perdre. Clans of Caledonia c'est la terre, Industria c'est la vapeur. Ensemble, ils forment un chef-d'œuvre d'équilibre, un voyage à travers le temps, la stratégie et la passion du jeu. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes encore là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide pour le référencement et ça me fait plaisir. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à regarder la chaîne, donc ça me fait plaisir et je tenais à vous dire merci encore une fois. Vous pouvez également activer la petite cloche sur YouTube pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont en ligne. Et sur la page principale de YouTube, vous trouverez également mes réseaux pour me suivre. N'hésitez pas à venir me dire bonjour. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.